suite avec celui qui menait le mouvement étudiant de 1968, celui qui a co-présidé le groupe Vert au Parlement européen, c'est Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Prenez votre temps. Je prends mon temps, j'ai le temps. C'est magnifique cet entrée. Oui, c'était très beau. Très beau. C'est votre toute première fois dans l'émission. Que je vais à la télévision, oui. Ah oui, aussi. Première fois de ma vie. Donc j'ai. On vous en remercie. Ah ouais. Donc vous aurez le temps de disserter avec mes camarades juste après, mais je voulais vous soumettre un petit questionnaire. C'est le QCM. L'union nationale dans une telle période, c'est la meilleure des choses à faire, une erreur ou un vœu pieux? C'est un vœu pieux. Pourquoi? Et bon, parce que l'union nationale ne veut rien dire. On peut se mettre d'accord sur des objectifs ensemble, mais une union nationale. Pourtant, je lisais que 68% des Français aimeraient que l'union nationale soit vraiment prégnante. 68% des Français, ça fait pas 100%. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. déjà, si ça c'est fait, compté, mais ça fait une bonne majorité. Oui, mais je crois que la majorité des Français voudrait un gouvernement entre, en fait, disons ce qu'on appelle l'UMP, les Républicains aujourd'hui, et les socialistes. Ça, je crois qu'ils le veulent. C'est un mythe, non? Mais oh, vous savez, un mythe. Moi, je crois qu'on y arrivera. On n'en est plus très loin, oui. On y arrivera, et moi, bien sûr qu'on y arrivera. Je suis absolument pour, c'est normal. Parce que je trouve que dans la situation actuelle, il n'y a pas d'autre majorité. Et vous verrez qu'après la prochaine présidentielle, vous aurez un gouvernement qui ressemblera. Bon, ça, c'est autre chose. Non, très bien. Avec ça. Ah bah voilà, et s'il y a alors, ça commence bien, ça commence très bien. C'est mal barré aujourd'hui. Je l'ai déjà écrit. Oui, moi j'arrête pas de le dire sur Europe, donc oui. Voilà. Ouais. Non mais Écoute pas. le problème c'est que vous êtes d'accord, mais pour des raisons différentes. C'est ça le problème. Bien sûr, évidemment. Mais c'est pas grave. J'ai une deuxième question. L'impact des attentats sur les régionales se fera surtout sentir sur le PS, sur les Républicains ou sur le Front National? Écoutez, j'ai oublié ma boule de cristal. Ah, vous faites la même blague que Nolo? Oui, oui, c'est normal, il s'inspire, c'est normal. C'est le genre de question, j'en sais rien. Mais vous avez bien un avis sur la question? Est-ce que vous pensez que ça peut influencer? Ben, ça va influencer, mais les uns disent ça, parce que j'écoute, les uns disent ça va influencer, que ça va peser pour Marine Le Pen, d'autres pour le président. Et vous, quel est votre sentiment à vous? Je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que ce que je veux, c'est qu'on discute de ce que font les uns et les autres avec ce qui s'est passé. Et je trouverais dramatique que, par exemple, ça renforce Marine Le Pen parce qu'elle n'a rien à dire. Donc c'est que les Français ne veulent rien. Si ça renforce Marine Le Pen, ça serait, pour moi, quelque chose de très dommageable pour la France et les Français. Très bien. Mais ça, c'est mon opinion, comme vous dites. Sonder la popularité de François Hollande et Manuel Valls une semaine après les attentats, c'est normal? C'est même une bonne idée ou c'est totalement indécent? Encore une fois, j'en ai rien à cirer. Ah, c'est normal. Même. Mais c'est normal qu'on les sonde. On les sonde avant, après. Ça vous choque pas? On sonde Sarkozy, on sonde Marine Le Pen. Écoutez, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je suis pour la croissance, que l'économie avance. Très bien. Donc, sondez. D'accord. Et on m'a pas sondé, moi, alors. C'est vrai, on vous a pas sondé. On essaye, là, mais enfin, là, c'est difficile de vous sonder. Vous posez des questions vraiment que je dise, c'est normal. Il est président de la République, il est Premier ministre, ils sont sondés, Zemmour est sondé, Nolo est sondé, Très bien. Vous êtes sondé, peut-être. Voilà. Bon, j'ai une dernière question. En 2017, le meilleur candidat écolo sera Cécile Duflot, François Hollande ou vous? Nicolas Hulot. Ah oui? Pourquoi? Vous me demandez le meilleur candidat écolo en 2017. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois que Nicolas Hulot, aujourd'hui, représente une idée de l'écologie qu'on ne peut pas simplement mettre à gauche ou à droite. Et je crois que l'écologie doit se sortir d'une cage de droite ou de gauche. Est-ce que vous essayez de le convaincre de se présenter? Ou est-ce que lui vous a dit qu'il se sentait prêt ou qu'il en aurait envie? Oh, ça, Nicolas, qui vous dise qu'il se sent prêt deux ans avant, vous seriez forte, pardon. Alors ça veut dire que vous essayez de le pousser un petit peu? Moi, je suis pour qu'il soit candidat. Maintenant, on verra. C'est à lui de décider. Vous vous souvenez, pardonnez-moi, vous vous souvenez en 2012. Pardonne rien. Vous avez raison.
Moi, je pardonne tout parce que je suis au-dessus de ça. Vous vous souvenez en 2012 Pas prétentieux, pas prétentieux. Ah, vous m'avez cherché. Alors, allons-y. En 2012, il s'était fait rouler dans la farine par les petits apparatchiks des écolos. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez purgé Europe Écologie des Verts. Attends. Si Nicolas Hulot se présente, personne d'écolo se présentera contre lui. Oui, ça. Et ils font plus de primaire comme en 2012. C'est ce que c'était. C'est pas la peine parce qu'il n'y aura D'accord. pas d'autres candidats. Si, Duflo, elle veut y aller. Non, si c'est Nicolas Elle a- Hulot. Même pas vous? Oui, mais si. Ah, mais surtout moi, pas. Non, attendez, de toute façon, Duflo. Bon, Duflo, je le sais, Ouais. ne se présentera pas si Nicolas Hulot se présente. Mais C'est un scoop. D'accord, J'en suis d'accord, sûr. d'accord. Vous pouvez le dire. Non, mais partout. ok. est-ce qu'on peut revenir juste en arrière, parce que vous avez fini par répondre à une question dont on a été un peu surpris, un peu interdit. Quand est-ce que vous avez eu la révélation que l'écologie n'était pas plus forcément de gauche? Moi, depuis Alors que j'ai. oui, Alors, peut-être dans votre tête, mais dans vos actes. non, dans mes actes. Alors, il fallait, je sais pas, on n'est Pas pas, d'accord. on n'est pas obligé de suivre ma campagne, la campagne. Non, mais enfin, Je n'arrêtais pas de dire, l'écologie n'est pas de gauche ni de droite. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une critique qui est aussi bien du productivisme de gauche que de droite. d'accord. Et je n'ai pas arrêté. C'est ce Mais que j'ai dit. politiquement, ça restait à gauche, l'écologie. Mais moi, Et j'ai votre parti défendu, aussi. par exemple, Oui. en Allemagne, j'ai défendu une alliance en S à Francfort avec la CDU, avec la droite. D'accord. Je dis, ça dépend des situations. Moi, je suis complètement à l'aise. Enfin, je parlais de la France. Je parlais de la France où. Mais la C'est France, plutôt sur un panel de gauche, quoi. Pour moi, si vous prenez des écologistes comme ASMR. Comme. Non. Comme. Vous voyez, vous avez du mal à Comme. le trouver quand même. Alors, Non, vous aider elle est sur la liste de Pécresse, elle était ministre de l'Environnement. Ah oui. Joanneau, Chantal Joanneau? Chantal Joanneau, merci, vous voyez. De rien. Ça, ou même NKM, sont des personnalités que, pour moi, je peux vous le dire, quand Europe Écologie marchait, mon rêve, c'est que NKM et Chantal Joanneau nous rejoignent. Viennent. Et vous avez Très bien. raison parce que pour moi, elles sont de gauche. Ah, Ça, autre alors c'est chose. un autre. Mais alors, si vraiment il c'est un autre problème. droite et gauche d'après Zemmour, on Ouais. a Ah bah, ça pas serait sorti plus de clair. l'auberge. Non, au Parce qu'il n'y a contraire. plus personne à droite. Tout le monde est plus à gauche que Zemmour. Il y a que moi. Voilà. Très bien. C'est pas mal. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit questionnaire. On vous cerne un petit peu mieux maintenant, mais laissez-moi vous montrer ce que vous n'êtes pas. C'est dans l'antiportrait préparé par Amandine Collongette. Je suis radicalement narcissique et je l'avoue. Tout le monde le sait, Daniel Cohn-Bendit, vous n'êtes pas discipliné. Non, Dany Lerouge, vous êtes même un agitateur, un petit trublion, et vous avez seulement 23 ans en 68 quand vous devenez un mythe, une légende. C'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Et ce n'est pas en vieillissant que vous vous êtes assagi, bien au contraire. Je comprends pas pourquoi vous vous énervez avant que j'ai dit un mot. Si on mange bien, on doit bien boire. Parce qu'une bonne musique des Rolling Stones, ça allait avec un bon joint. L'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique. Ta gueule. Vous êtes complètement fou. On a bien compris, Dany, vous êtes un trouble fait toujours en activité. Et oui, monsieur Cohn-Bendit, vous n'êtes pas au chômage. À 70 ans, vous, l'ex-député, vous faites partie de ces retraités qui travaillent, impossible de décrocher. Depuis septembre 2013, Europe 1 vous offre une vitrine pour exprimer votre humeur. D'abord, je voulais faire une chronique ce matin sur Kate Blanchett, et parce qu'elle a eu l'Oscar, je la trouve formidable. Et même la politique, il semblerait que vous y repensiez. S'il y a une primaire à gauche, je suis prêt à réfléchir, à me présenter à la primaire à gauche. Enfin, Dany, vous n'êtes pas l'homme d'un seul pays. Ça commence dès votre naissance. Vous dites que vous êtes le fils du débarquement. Né le 4 avril 1945 à Montauban, de parents juifs allemands. Vous incarnez l'Europe, vous parlez. Dice, quando uno posa il re di Marocco, ist legitimiert und hat seine Legitimation. Alors maintenant que l'on a dit ce que vous n'étiez pas, on peut dire ce que vous êtes français depuis mai dernier. Bravo, Dany Lerouge, parce que c'était pas gagné. Piqûre de rappel, en 68, vous avez été interdit de séjour sur le territoire français pendant 10 ans. Voilà pourquoi il fallait vous inviter. Alors, enfin français Oui, je suis maintenant français et allemand. et fier de l'être?
D'avoir la double nationalité, absolument. Comme ça, si jamais on voulait me déchoir d'une nationalité, vous auriez je passerais d'un côté de l'autre du Rhin. Vous voyez. Hein, voilà. Est-ce que vous aussi, vous afficherez votre drapeau français sur la fenêtre vendredi prochain en Non. Non. Non, je suis pas drapeau, moi. Je suis pas drapeau. Je suis ni drapeau allemand, ni drapeau français. Je suis plutôt le drapeau multicolore. Voilà, c'est comme ça. Mais que si les gens ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Mais moi, personnellement, non. Je suis pas drapeau. Mais c'est très bizarre parce que mon fils, qui n'est pas français, quand on a été voir le match de foot France-Brésil en quart de finale à Francfort, il est venu en bleu, blanc, rouge. Mais il n'est pas français. Ouais, il avait juste envie de soutenir une équipe de cœur, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc, mais moi, personnellement, je me balade pas avec un drapeau. Alors c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, et ça tombe pas à n'importe quel moment. Quand on vous voit, on pense à ces images d'archives, mai 68, on pense à certains slogans, il est interdit d'interdire, et on vous reçoit au moment où le slogan officiel, c'est qu'il est interdit de ne pas interdire. En ce moment, je voudrais juste savoir ce que ça vous inspire comme retournement. Bon, disons que la situation est quand même assez difficile en France. Alors je ne sais pas si le slogan est « il est interdit de ne pas interdire », disons que... Il n'y a presque aucune voix qui s'oppose à ça, même dans votre camp idéologique. Moi, je crois que j'aurais voté l'état d'urgence, non pas par unité nationale, parce que je crois que, disons, les citoyens français, en France, les gens, même ceux qui ne sont pas français, ont une certaine angoisse, et donc de marquer le coup, ça me paraît quelque chose de défendable. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que c'est pas la solution, mais c'est un moment, une réaction, et après, il faut voir comment ça va se développer. Je trouve que quand même, on n'a pas assez souligné que tout ce qui va avec l'état d'urgence, la censure, tout ça a été enlevé de la loi, ce que je trouve bien, c'est-à-dire qu'on a quand même un sens des responsabilités de ceux qui l'ont fait, et puis après, voilà, je veux dire... Oui, mais est-ce que... Ça, c'est pour 3 mois, mais enfin, ça peut être renouvelé. Est-ce que vous pensez qu'il faut... avant, d'après moi. Ah bon. Est-ce que... Alors, deuxième scoop. D'accord. Alors, d'après vous, il ne faut pas jeter le bébé démocratique avec l'eau du terrorisme? Parce que la tentation a l'air d'être grande. Oui, mais je ne crois pas. Je trouve que, en fait, François Hollande pourrait reprendre la fameuse phrase de Gaulle, je ne sais plus, dans une conférence de presse, on lui disait oui, mais vous avez ces libertés sont en danger, et De Gaulle a dit, mais enfin, c'est pas à 67 ans que je vais devenir un dictateur. Conférence de presse en 58 avant de revenir au pouvoir. Et puis, c'est la même chose pour Hollande. Là, on va pallier, Mais moi, c'est pas sur Hollande, c'est sur les Français que je vous interroge. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un basculement? Est-ce que beaucoup de Français maintenant acquiescent à une forme d'état d'urgence permanent? Non, pas permanent, je ne crois pas. Je crois qu'ils acceptent sur le moment, la majorité. Il y en a des tas qui se posent des questions, et je trouve très juste de se poser des questions, d'aller voir de plus près ce qui est fait ou qui n'est pas fait. Hein, je dis pas, il faut être béni, oui, mais dans la situation actuelle, c'est une manière de sécuriser. Écoutez, c'est simple. François Hollande et le gouvernement fait l'état d'urgence et il y a un nouvel attentat. Tout le monde dirait, vous voyez, ça sert à rien. François Hollande ne fait pas l'état d'urgence et il y a un nouvel attentat, t'étais une couille molle parce que t'as pas osé l'état d'urgence. C'est un piège. Je veux dire, moi je suis, c'est vrai, dans cette situation, je suis très prudent dans les yaka faire autrement. Je suis prudent. Je regarde, je trouve qu'il y a des déclarations que je trouve insoutenables, de Valls sur les réfugiés aujourd'hui. Je trouve que là, il a complètement pété les plombs. Hein, mais la situation est difficile. Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous me dites, j'aurais voté... Oui, ce qui est rare. Ouais. Vous me dites, j'aurais voté l'état d'urgence, et donc vous auriez voté les mesures qui ont été décidées. Pourtant, je pense à différentes choses comme l'assignation à résidence des fiches S ou les déchéances de nationalité. Les déchéances de nationalité, ce n'est pas encore voté. Ne mélangeons pas tout. Les déchéances sur les nationalités, en fait, c'est un projet. Oui. Et si vous voulez en discuter, moi je dis... Est-ce que vous voteriez ça aussi alors? Non, je vais vous dire pourquoi. Ah bah très bien, on va en parler. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez... je prends au hasard un terroriste d'origine marocaine. De toute façon, il ne peut pas être déchu
de la nationalité marocaine, parce qu'en tant que Marocain, vous êtes fils ou fille du roi, et donc de toute façon, que vous ayez quelque chose à voir. Donc on peut le déchoir de la nationalité française. Oui, mais ça sert à quoi? À l'expulser. À l'expulser vers le Maroc, qui va déstabiliser le Maroc, et que si le Maroc est déstabilisé ou l'Algérie est déstabilisée, est-ce que ça sera plus de sécurité pour la France? Je préfère déstabiliser le Maroc que la France. Vous faites une erreur, jeune homme, une erreur fondamentale. Oui, mais parce que si vous voulez, il faut choisir entre deux mots. C'est moi qui est interviewé. Mais non, mais alors, je suis là pour répondre aussi. Non, mais j'ai pas fini. Non, mais vous n'êtes pas notaire ici, hein, donc on peut parler. Hein. Non, oui, mais il faut toujours attendre que j'ai fini pour me répondre. Sans ça, vous savez pas ce que je vais dire. Ah, vous savez ce que je vais dire. Mais là, je répondais à ce que vous veniez de dire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une stratégie de l'État islamique de déstabilisation qui va de la Syrie, passant par l'Irak, après vous passez par l'Afrique, Boko Haram, et vous arrivez au point l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et que la sécurité de la France passe par la sécurité de ces pays. Donc, d'expulser des terroristes qui n'ont jamais vécu dans ces pays, ça me paraît, et c'est une fausse bonne idée. Donc, vous êtes contre? Je l'ai dit au début. Non, mais c'est intéressant, parce que moi, je pense que ça va être voté, et que, moi, évidemment, en démocratie, on n'est pas obligé d'être pour tout ce qui va être voté. Je suis d'accord. Voilà. Je suis contre tout ce qui a été voté depuis 10 ans, donc je suis bien d'accord avec vous. Donc, en revanche, là, je suis, moi, pour, et je trouve que, il faudrait la massifier même, et que la gauche est en train de renier tout ce qu'elle a adoré. Vous m'accorderez quand même que l'Hollande prend dans le programme des Républicains, voire du Front National, tout ce qu'il décide aujourd'hui. Je suis pas d'abord du gouvernement. Mais donc, vous êtes à gauche. Vous défendez la majorité. Non. Moi je suis pour une sortie beaucoup plus rapide du nucléaire. Je ne défends pas la majorité. Je suis pour une autre politique, par exemple en ce qui concerne les réfugiés. Je ne défends pas la majorité. Donc il y a des tas de choses. Je suis capable, quand la droite propose des choses que je trouve intelligentes, de dire oui. Je suis capable quand la gauche propose et quand les écologistes proposent quelque chose d'intelligent. Là où j'ai des difficultés, c'est quand Zemmour ou Marine Le Pen proposent quelque chose, je suis pas capable d'écouter. Oui, sauf que là, le gouvernement va prendre des choses. C'est ma faute. Mais oui, c'est ma faute. C'est votre sectarisme habituel, vous savez, on a l'habitude. Mais je suis quand même pas mal ouvert pour quelqu'un qui accepte. Non, parce que ces gens pensent la même chose, donc c'est normal que vous soyez ouvert. Ils pensent comme vous, donc c'est logique. Oui, de toute façon, il y a qu'Éric Zemmour dans France qui pense. Donc les autres sont tous la même chose, etc. Il y a des limites. Il y a des limites même à la paranoïa d'Éric Zemmour. Voilà, troisième scoop. Vous voyez, alors justement, Éric Zemmour ne sait pas tout. Heureusement, grâce à Dieu. Sinon, je serais... Bon, alors, même quand je serais mort, d'accord, vous êtes pour la déchéance. Bon, très bien. Non, mais je voulais... Alors, avançons, oui. Messieurs, avançons. Voilà. Alors, je voudrais aller sur le fond des sujets, parce que vous avez répondu tout à l'heure, on vous a dit est-ce que vous preniez le drapeau, et vous avez dit non, je suis pas drapeau, c'est tout à fait votre droit. Mais bien sûr. Et bon, j'ai lu une interview, un débat très intéressant entre vous et Tillinac dans le Figaro. C'était il y a 15 jours, je crois. Il est sympa, Philippe. Il est sympa. Très sympa, très sympathique. Et non, mais c'est vrai. Il a parlé foot. Mais je sais bien. D'accord. Il est très sympa. Et on vous posait la question pour savoir qu'est-ce qu'un peuple français. Tillinac répondait la réponse assez traditionnelle depuis Renan, c'est-à-dire une histoire qu'on connaît, qu'on aime et qu'on veut prolonger, un mode de vie, etc. Et vous aviez cette réponse qui, moi, ne m'a pas étonné, mais au moins vous assumiez vos choix. Vous disiez le peuple, ça n'existe pas, il n'y a pas de peuple français. Il n'y a que des, je ne sais plus la suite de votre réponse, mais il n'y a plus que des citoyens, etc. Et il n'y a plus que, c'est déjà pas mal. Oui, mais le fait, la condescendance. Oh, il n'y a que non. citoyens. Je veux dire par rapport au oui. Dans une république, c'est important. Tout à fait. Qui n'est pas citoyen ne peut pas faire construire et faire avancer une république. Absolument d'accord. Mais dans la République, donc c'est déjà pas mal. Dans la République française, c'est lié aussi à la conception de peuple français et de nation française. Attendez, je finis ma démonstration et je vous laisse la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse ce que vous pensez. Non, pas ce que vous pensez. Ça m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, je pense. Quand vous dites c'est parce qu'il a été dit.
phrase. Pardon. Non, quand vous dites qu'il n'y a pas de peuple français, en revanche, vous pensez qu'il y a une Europe qui doit se construire, et vous avez toujours pensé qu'en gros, les Allemands et les Français seraient dans l'avenir ce qu'ont été les Bretons et les Auvergnats. La vieille exorde de Victor Hugo disant cela, je vous la donnerai, ça va vous intéresser, il a toujours dit ça. Maintenant, j'ai le sentiment... C'est déjà pas mal pour moi. Mais c'est pour ça que Victor Hugo. Alors, vous voyez. Alors on va y arriver. Avec grand, là. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez perdu. C'est-à-dire que non seulement l'Europe nous laisse toute seule, que non seulement l'Europe se fiche complètement, à part des mots de compassion, de notre destin national. Troisièmement, au moment du vrai danger, tout le monde prend son drapeau bleu, blanc, rouge et non pas bleu avec des petites étoiles et chante la Marseillaise et non pas l'hymne de Beethoven à la joie. Et enfin, et j'en ai fini, en revanche, là où vous avez gagné, c'est dans la désintégration du peuple français et qui conduit à la situation aujourd'hui de pré-guerre civile. À vous tout seul, monsieur Cohn-Bendit. Oui, attention, bravo. Attention. C'est vous Je vais y aller pas maintenant. tout seul. Le Victor Hugo de la désintégration. On vous écoute. Je vais y aller. Alors, voilà. D'abord, oui, j'ai perdu quand on regarde la situation de l'Europe aujourd'hui. Merci. Je ne le dis pas. Seulement, je suis absolument persuadé que pour répondre aux drames auxquels nous sommes confrontés, pour répondre aux problèmes de la dégradation climatique, pour répondre à la mondialisation, il n'y a qu'une solution qui passe par l'Europe. Donc mon combat, c'est vrai, il y a des moments où on perd. Quand la France était pétiniste, les républicains français avaient perdu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient perdu la France. C'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet, je vous donne un exemple pour vous aider à penser. Pour un poney, parce que des fois dans la vie, il faut... Monsieur est trop bon. Voilà, mais j'ai décidé aujourd'hui d'être communique et d'être gentil avec tout le monde. Donc je continue. Tant mieux, merci. Je continue. Je crois donc qu'effectivement, nous avons besoin d'une Europe. Et quand on dit, et c'est là où moi j'ai été blessé, sur par exemple l'incapacité de l'Europe, quand on parle de la répartition des réfugiés, que je trouve que moi je suis blessé. Mais je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand les Italiens ont demandé aux Français et aux Allemands une répartition parce qu'ils n'y arrivaient plus, on leur a montré l'épaule, on a dit allez vous faire voir, va fanculo pour dire en français. Vous avez Donc je veux dire que le problème il est là, c'est que la défaite, c'est que nous, les pro-européens, et si je ne suis pas le dernier, mais il y en a, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont secoués, tant qu'on n'aura pas réussi à faire comprendre à nos populations, françaises, allemandes, italiennes, etc., que nous avons besoin les uns des autres pour répondre aux questions et aux problèmes d'aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas réussi cela, eh bien, les problèmes seront beaucoup plus difficiles pour les Français, beaucoup difficiles pour les Allemands. Non mais c'est faux. C'est l'Europe qui a aggravé tous les problèmes depuis 30 ans. Éric Nolot. On avance. Mais pas baratin du tout. C'est le baratin européen. Avançons. Et j'ai pas fait. Je donne un exemple. La solution à la dégradation climatique, ce n'est pas... c'est pas l'Europe, c'est le monde entier. Maintenant j'ai le droit. C'est le monde entier. Mais non, mais le monde est... L'Europe est la seule masse critique capable d'avoir une influence dans les négociations, et ça on le voit. Deuxièmement, sur le problème des réfugiés, aucun pays seul n'arrivera à répondre d'une manière humanitaire à ce problème. Parce qu'on veut répondre de manière humanitaire, on n'est pas obligé de répondre de manière humanitaire. Alors je vous dis une chose, moi je vous regarde dans les yeux. Moi aussi. 1938. Oh. 19... Ah, ça y est. Non mais le chantage aux Juifs, je la connais pas. Non, mais j'ai le droit quand même. Et toi, tu vas te tenir debout là maintenant. 1938, 37 pays doivent se poser la question, les Juifs allemands, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils veulent partir d'Allemagne. Ils ont commencé à négocier. Et là, les gens ont dit, oui, mais il n'y a pas que les Juifs allemands, il y a les Juifs polonais, il y a les Juifs roumains, plusieurs millions. Et là, on a dit une chose. Tous les pays, les Américains, les Anglais, les Français ont dit, on ne peut pas absorber tous les Juifs qui sont en déshérence. Ça a été terrible. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, une solution humanitaire
rehausse l'humanité et abaisse ceux qui ne la veulent pas. Très bien. Voilà ce que je dis à monsieur Zemmour. Mais arrête la guerre, ne t'arrête pas comme ça. Et le chantage, l'extermination des Juifs, c'est indigne. Eric, on passe à autre chose. Ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Écoute, ça a parlé de l'extermination. En 38, il n'y avait pas d'extermination. Oui, mais c'est fini comme ça. Mais on ne le savait pas en 38. Alors, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Sauf que c'est pas d'accord. Non, t'es pas d'accord. C'est très bien, même toi, les Allemands. Tu les aurais laissés crever. Alors, c'est pas le débat. C'est ça que tu es. Ce n'est pas le débat. Passons à autre chose. Et c'est du sentimentalisme à 2 balles. Parce qu'à chaque fois et ça ne marche pas. Non, vraiment, s'il vous plaît. Que je dis humanitaire, il y a un Zemmour qui passe par là. L'humanitaire, c'est terrible. Et moi, je préfère l'humanitaire à l'arrogance, à la manière dont c'est l'arrogance. Alors, on vous a entendu. On vous a entendu, messieurs, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Sinon, on ne pourra pas continuer l'émission. Et qui nous mène le pays à la destruction et à la guerre. Alors, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer. S'il vous plaît. C'est vraiment pas le débat. Ouais, voilà, c'est ça. Revenons un peu. Non, on va juste avancer. Ce que vous avez fait. De temps en temps. Ce que vous avez fait. Je voudrais qu'on revienne à ah là là, c'est quand même. Calmons-nous, calmons-nous, discutons. Moi aussi, je savais qu'elle sortir ça, moi, ça va très bien. Très bien. Revenons à cette période étrange que nous vivons. Je ne parle pas seulement depuis le 13 novembre, depuis quelques années. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, dans le champ intellectuel, la gauche a régné de manière hégémonique. Il était très difficile de ne pas être de gauche. Vous êtes bien placé pour le savoir. Et même d'une certaine gauche. Là, c'est plutôt moi qui suis bien placé pour le savoir. Je trouve que c'est une chance pour les gens de gauche. On est obligé de refonder une pensée de gauche. C'est les gens de droite qui dominent en ce moment, Zemmour et ses frères de pensée. Je voudrais vous demander, avec peut-être autant de passion mais moins de décibels, autour de quelles idées, forces on peut refonder aujourd'hui une pensée de gauche qui est bien mal en point. D'abord, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas, je sais pas si c'est une chance, mais c'est une absolue nécessité de refonder une pensée. Alors moi, je dirais, pour pas réduire à la gauche, une pensée humaniste, une pensée solidaire. Le nombril d'une nation, d'un pays seulement, de voir d'abord ce pays dans sa totalité, donc la solidarité dans ce pays, mais aussi d'avoir une vision planétaire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le seul moyen, si on veut, de se sortir des conflits dans lesquels nous sommes, et nous sommes empêtrés. J'ai entendu tout à l'heure le débat que vous avez, c'était tellement compliqué qu'on ne savait pas avec qui, comment, etc. C'est d'avoir une vision planétaire. Et c'est pour ça que pour moi, le grand débat qui structure aussi la gauche et qui va obliger beaucoup de gens de gauche à penser, c'est entre souverainisme et nationalisme. C'est sûr, c'est une grande divergence. Et là, vous voyez des souverainistes de gauche, ou des gens soi-disant de gauche, et de droite, qui sont ensemble. Donc pour moi, la question européenne est un moment crucial dans la pensée de rénovation de ce que j'appelle une pensée humaniste. C'est-à-dire, quel est le rôle de l'Europe face à la mondialisation, donc le rôle de l'Europe d'une Europe sociale, qu'est-ce qu'est une Europe sociale, solidaire, quelle est la manière de réguler un marché, et surtout, quel est le rôle culturel de la protection de nos cultures réciproques qui ne doivent pas tomber dans l'hégémonie qui va que dans une direction, par exemple l'hégémonie d'une certaine culture américaine. Non pas que la culture américaine soit toujours très mauvaise, au contraire. Vous allez au cinéma, moi aussi. Moi aussi, donc ça. Mais je donne un exemple. Les grands contes sont des contes européens qu'on connaît. Perrault, les frères Grimm, etc. Eh bien, ils ont aimé au cinéma presque tout le temps par Walt Disney. Je trouve que c'est notre histoire. Nous devrons être capables de donner à nos enfants les images, la sensibilité. Mais le gros problème qui se pose, c'est que là, vous vous inscrivez dans le temps long. Or, vous voyez bien les arguments qu'utilise Zemmour. Zemmour dit, par exemple, il faut les déchoir de leur nationalité, qui est une réponse immédiate. Vous pariez sur le temps long. Est-ce que c'est audible dans la situation qu'on vit? C'est une des grandes difficultés. Ben oui. Non, mais je vous donne, par exemple, c'est la grande difficulté de l'écologie. C'est la grande difficulté de la lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique, vous dites, nous devons prendre des mesures immédiates pour que la dégradation ne soit pas catastrophique dans 30 ans. Ouais. Dans 30 ans.
Donc vous sortez, on est aujourd'hui obligé de sortir de l'immédiat. Et les citoyens vous disent, oui, mais mon chômage, ils ont le droit. Mais c'est ça le problème de la politique aujourd'hui, c'est que vous devez allier des réponses immédiates à la mise en perspective, parce que c'est justement cette mise en perspective qui vous donne une dimension, une compréhension et peut-être une autre compréhension d'un avenir possible. Et ça, c'est la rénovation de la... Moi, je vais vous dire, quand... moi, Onfray, par exemple, son livre sur Camille, j'ai aimé. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais quand Onfray me dit, moi, je comprends le peuple, parce que ma mère était femme de ménage, je dis, on est dans quel monde? Alors moi, je comprends les réfugiés, parce que mes parents étaient réfugiés, c'est d'un déterminisme social absolument, c'est la fin de la pensée. Hein, dites-moi qui étaient tes parents et je vais dire ce que tu vas penser. Normalement, la gauche, c'est même le contraire. C'est s'arracher du déterminisme social. Je veux dire, même si on était pour Camus contre Sartre, on doit quand même, moi je reste en ça existentialiste, c'est-à-dire on fait sa vie. On n'est pas déterminé, en principe. En partie. Bah oui, mais c'est dans les moments cruciaux qu'on voit si on est capable, si des citoyens sont capables, si une nation est capable de se surmonter ou pas. Voilà. Je veux dire, tout le monde en France n'était pas de Gaulle. Tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, alors. Bon, alors, moi, je vous écoute attentivement, religieusement même. J'espère. Et je constate que vous partez dans un grand discours que je ne qualifierais pas de logoré, parce que moi aussi j'ai décidé d'aimer tout le monde ce soir, un grand discours européen dans lequel vous nous expliquez qu'il faut faire comprendre aux gens que les solutions sont européennes dans la mondialisation, pour faire masse, pour réguler la mondialisation. Sauf que on nous tient ce discours à peu près... Non, on ne le fait pas. Attendez. On le fait pas. Laissez-moi finir. Non. On tient un discours depuis à peu près 20 ans, et c'est pas qu'on ne le fait pas, pardonnez-moi. On fait exactement le contraire. Le projet européen depuis 20 ans, depuis même le l'acte unique du milieu des années 80, c'est justement d'immerger l'Europe dans la mondialisation, d'enlever toutes les frontières, et donc de la soumettre à la mondialisation. Ah non, c'est vous qui êtes été très long là, je suis désolé. Bah oui, mais donc je vous laisse. Alors, allez-y. Donc on revient à mon que je rénove la gauche. Donc si je le fais en 30 secondes, ça va pas être très intelligent. C'est l'idéal. Laissez-moi encore une minute, simplement pour vous dire que donc on revient à votre utopie européenne, qui correspond tout à fait à ce que disait, vous avez cité le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Vous avez voulu faire une omelette européenne avec les œufs durs qui étaient les nations. Vous échouerez sans cesse. Et en revanche, en attendant, vous avez brisé les œufs. Inch'Allah. Voilà ce que je vous reproche depuis le début. Si c'était dur, je peux pas les briser. Si, mais justement, vous les avez cassés. On ne casse pas les œufs durs. On peut casser les œufs quand ils sont pas durs, mais quand ils sont durs, on peut pas les casser. En l'occurrence, Zemmour, il faut reprendre de ta Torah, pas autrement. Ça marche pas. Ça marche pas. Très bien. Alors, d'accord. Encore une fois, on peut pas dire. Moi, je suis d'accord qu'il y a des tas de. Disons que l'Europe s'est immergée un moment dans une logorée libérale, où on n'a pas, et moi je suis pas anti-libéral comme ça, moi non plus. Épidermique, je dis, on n'a pas réussi à faire la part des choses. Mais une chose est certaine, quand on a fait par exemple la politique agricole commune, c'était une politique agricole commune qu'on a fait parce que les États européens, à l'époque, n'étaient plus capables de se nourrir. C'est pas vrai. Oui, non, c'est pas vrai, d'accord. Rien n'est vrai quand on dit quelque chose. Mais moi, je prétends. Alors, finissez sur cet exemple. Donc, oui, non, d'accord. Le général de Gaulle a échangé. Attendez, on va pas relancer le débat sur la PAC. Le général. Mais non, mais parce que c'est faux. Alors, oui, mais ça, c'est faux. Mais moi, si à chaque fois que ça c'est un mythe de faux, j'intervenais, tu parles. Et non, mais vous parlez qu'en mythe. Alors, vous ne parlez qu'en mythe, c'est pas ma faute. Je peux finir. Terminez. Vous voulez en venir? Je veux en venir. Qu'il y a eu des moments où la construction européenne se dépassait justement et le partage de souveraineté nous donnait les possibilités. Et on l'a vu jusqu'à la crise financière et l'union bancaire, etc. On voit très bien où l'Europe est plus forte que les économies nationales ou les finances nationales.
Et puis, je reviens à l'exemple qui est quand même le meilleur exemple. L'Europe n'est pas assez ambitieuse sur le réchauffement climatique, mais a pris quand même un certain nombre de décisions qui met l'Europe de loin en avant dans les négociations. Très bien. Et ça, c'était pas possible si c'était une nation simplement. Ça n'aurait pas eu cet effet. Ok. Alors, on y répondra juste après parce qu'il y a Tanguy Pastureau qui attend juste là derrière, en coulisses. On l'accueille tout de suite. Si, on va vous amener ça tout de suite. Tanguy Pastureau. Excusez-moi de vous interrompre, hein, Bah j'ai oui, mauvaise conscience, quoi. Ah bah ça c'est vrai. Ben voilà. Alors, tu peux repartir si tu veux. Une bonne ambiance pour un billet humoristique. Non, on le garde. Une bonne petite ambiance là. cette semaine est arrivé le dieu de l'amour, Alain Juppé, Vénus, mais avec des testicules, a organisé à Bordeaux une marche interreligieuse avec un prêtre, un rabbin, un imam. S'il avait trouvé un moine tibétain ou un adepte de Raël, il prenait aussi. Regardez que des barbus. D'habitude, pour voir autant de poils, il faut descendre 80 km au sud, sur les plages nudistes des Landes en août. Juppé réunit, mais tout le monde, c'est le seul hippie sans cheveux. À 70 ans, il vit ce que vous avez vécu à 20, monsieur Cohn-Bendit. Il doit bouffer des space cakes aussi, c'est pour ça qu'il se voit déjà à l'Élysée. Il y sera. Ah. Si. Voilà, On en discutera après alors. Ce que vous voulez. Ah, intéressant. Encore un scoop? Encore un scoop. Cette semaine, Florian Philippot du FN a repris sa campagne en Alsace. Donc, traduction, il s'en est mis plein le cornet. Il a commencé par boire des coups avec des soulards locaux. Puis, à 3 grammes, regardez, est reparti avec la bouteille. Et ça a fini au vin chaud sur un marché de Noël à dragouiller la gueuse. Un Philippot, c'est le physique de Petit Gibus et la descente de Benoît Poulvorde. Cette semaine, Christian Estrosi a chanté la Marseillaise, comme tout le monde, mais à côté d'une saucisse cocktail géante, qui, en regardant bien, était en fait une dame boudinée dans le futal de cuir extra slim emprunté à sa fille. Pour le lui retirer, on a fait appel à une équipe de désincarcération qui d'habitude bosse sur la 13. Cette semaine, les maires réunis en congrès ont eux aussi entonné la Marseillaise, sauf Juppé qui a chanté « Laissons entrer le soleil » de Julien Clerc avant de rejoindre ses amis d'Hare Krishna qui faisaient l'amour en coulisses. Le congrès des maires, comment vous dire, ça ressemble à une élection de Miss France mais habillée et où tout le monde gagne. Ensuite, Barouin, le seul blanc à avoir la voix de Barry White en pleine montée de sève, a chanté aussi. Et là, tout le monde s'est tu évidemment. Quel organe, quel concert. Cette semaine, Valérie Pécresse a souligné le fait qu'Abaoud, le cerveau présumé, parce qu'on ne sait pas s'il en avait un en fait, Non, des attentats à Paris, avait fraudé le métro. Il a assassiné, semé la terreur et en plus n'a pas pris de ticket. Et si ça se trouve, l'un mène à l'autre. Dans ce cas, on a été dirigé 12 ans par Jacques Abdelatif Al-Chirac, le seul terroriste persécuté par sa femme. Cette semaine, Xavier Bertrand, comique spécialisé dans les calembours, a continué sa tournée. Souvenez-vous, je vous avais parlé de son meeting dans le village de Bresles, sa fameuse réunion publique de Bresles. Eh bien, il a fait encore plus fort, puisqu'il s'est produit à Cuc. Voilà, il a été parfait. C'est le candidat au poil de Cuc. Voilà, à ce rythme-là, Laurent Ruquier va se retrouver au Pôle emploi. Cette semaine, François Bayrou, participant à un colloque sur l'enfance, a parlé devant des Legos géants. On dirait qu'il vient juste de les pondre. Les enfants, le prenant pour un gros Playmobil, ont essayé de le tripoter, soit pile l'inverse de ce qui se passe pendant les vacances des Français au Maroc. Scandale. Cette semaine, François Hollande, le nouveau G.I. Joe, a rencontré David Cameron, Obama, Merkel, la Poutine et dimanche le Chinois Xi Jinping. 5 nationalités, 3 couleurs en 5 jours. C'est plus un président, c'est une pub Benetton. En une semaine, il a fait son année Erasmus, à la seule différence qu'il n'a pas chopé de MST. Cette semaine, Marine Le Pen s'est rendue au Millepol, le salon de la sécurité intérieure, le seul dans lequel, si vous dites à un copain « alors ça boum », vous vous faites abattre. Alors elle a testé cette très discrète paire de lunettes déshabilleuse. Si Robocop avait fait une fille à la Belle des Chances, elle ressemblerait à peu près à ça. Avec, elle a pu voir les organes de Florian Philippot à travers sa peau. Donc tout le circuit du vin alsacien, c'est sa route des vins à elle. Cette semaine, John Kerry, l'Américain à mâchoire en forme de Rubik's Cube, s'est rendu en Israël pour tenter d'apaiser le climat, ce qui ne sert à rien, puisque le seul à pouvoir faire la paix là-bas, c'est Alain Juppé, le Gandhi girondin. Les Juifs le kiffent, les musulmans aussi, les hindouistes l'adorent, et Christine Boutin la nuit rêve qu'ils font l'amour à l'hôtel, celui de l'église bien sûr.
Cette semaine, Fleur Pellerin a voulu résister à Daesh, mais elle ne pouvait pas aller en terrasse parce qu'il aurait fallu lire la carte des boissons et elle déteste lire. À la place, elle a donc vu la comédie musicale de France Gall, Résiste. Ah bah oui. Ça évite de se fouler. Si en 42 on l'avait joué, franchement, mais Lucie Aubrac aurait fait ça aussi. C'est la résistance pour les nuls. Enfin, cette semaine, c'est terrible, le froid est revenu. Et Valérie Brochard a enfilé son vieux pull à torsade en laine de boucle du mais Larzac. c'est pas vrai. Oh mon Dieu, encore une fan de Juppé, quoi. Une hippie. Quelle belle Mais semaine. c'est horrible. Quelle belle semaine ça a été. Peace and love. Merci. Merci Tanguy. Ça m'arrache la bouche de le dire, mais merci quand même. Ah oui, superbe. C'est ma grand-mère qui l'a tricoté, j'en suis très fière. Dany? Oui. Alors Alain Juppé en 2017? Bah, je trouve qu'il faudra un président qui arrive à rassembler. Je prétends pas que Alain Juppé va transformer la France, mais il est le seul, peut-être par son look Hare Krishna maintenant, à pouvoir apaiser ce pays. Donc vous y croyez vraiment? Pour vous, c'est... J'y crois, je trouve. Vous vous souvenez comme il l'a apaisé en 95, il a... Oui, mais justement, il a évolué. Il a évolué. Moi, je trouve que ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, mais c'est comme si dire, Dany, c'est mai 68. Non. Mais à 70 berges, il a plus 23 ans. Justement, et là, moi, justement, il n'est pas un peu trop vieux. Il a été. Alors, c'est dur de lui demander à ça, lui. Non, si, justement, parce que... Non, alors c'est pas pour être désobligeante, c'est parce que vous l'avez dit. Le premier chancelier allemand, Adenauer, est devenu chancelier à 81 ans. Et De Gaulle à 68 ans. Donc, je vois pas le problème. Il y restait plus d'un an. Et Clémenceau était très vieux aussi. Donc, je crois pas que c'est le problème de l'âge. Encore une fois, si je vois tous les candidats possibles, c'est que ça, je peux en rêver sur la planète. Zemmour président, par exemple, ça, je pars tout de suite à Honolulu et j'attends que ça se passe. Faut vraiment que je me présente. Mais je crois que oui, je vois Alain Juppé président et gagner. Donc la chose est simple. Si à la primaire de droite, il y a 1 million de votants, c'est Sarko et ça va être terrible. S'il y a 3 millions de votants, eh bien, ça sera Alain Juppé. Très bien. Alors, j'ai un autre petit élément à vous... On les note tous, hein. On vous réinvitera. Nous sommes allés dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée et voici ce que les députés disent de vous. Les colonnades sont préparées par Amandine Colonget. La victoire des Républicains au régional, c'est... Certain. Pas du tout souhaitable. Souhaitable. Un souhait? Ah, ben c'est pas ce que je souhaite. Ah, c'est compliqué. Probable. C'est pas fatal. Inéluctable. Probable, mais on aurait tort d'y aller en sifflotant et la fleur au bout du fusil. Si j'étais le pape, je... Oula. Ça m'étonnerait que je sois jamais le pape. Bénirait tout le monde. Continuerait à réformer. Pardonnerait vos péchés. Ah, moi je me vois pas du tout être pape, je suis désolé. Bah je serais peut-être plus funky que François. Je prierai pour la France. Votre contribution pour la COP21, c'est... Faire attention à ce que la lumière soit éteinte. Venir en train tous les mardis. Monter à pied les escaliers. Faire un peu de tri sélectif. Je cherche, déjà que je me taise, c'est catastrophique comme réponse. Racheter un vélo. Rouler électrique. Et peut-être changer ma voiture diesel. Cohn-Bendit président, c'est... Une blague. J'aurais un peu de mal, je vous le cache pas. Président de la République. Président de l'association des boulistes de son quartier, oui, très bien, je soutiens. C'est une vraie blague. Catastrophe. Une hérésie. Peu vraisemblable. Le président de quoi? Possible. Pas très sympa, hein, les députés avec vous. Hein. Sauf pour Yamir Chahi à la fin. Vous l'avez payé, non? J'avoue que s'ils avaient dit autre chose, je me serais posé des problèmes. Ah. Enfin, je vois pas pourquoi des députés... je vois pas pourquoi je les respecterais. D'abord, si vraiment ils disaient des choses sympas sur moi, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce que je dis. Très bien. Pas grave. Je reviens sur un petit élément. Je trouve que si vous voulez faire des choses intéressantes, il faut pas aller dans ces milieux de l'Assemblée. Ah. Il n'en sort jamais dans les micro-trottoirs. Enfin, c'est pas des trottoirs là-bas de l'Assemblée. Les 4 colonnes. Jamais très intéressants. Une petite question sur la COP 21. Ce sera quoi votre contribution à vous? Ah ben moi, ça fait 3 ans qu'on y a travaillé quand j'étais encore au Parlement européen, et maintenant j'ai pas une contribution personnelle. Moi, j'ai une voiture qui roule au GPL. Je roule pratiquement pas du tout en voiture, en ville. Vous prenez les transports en commun? Le vélo. Très bien. Le vélo.
je prends le plus souvent possible le train, sauf si je viens de trop loin, comme de Berlin, par exemple. C'est quand même un peu long. Et puis, je commence lentement, mais c'est vrai que c'est difficile, à manger moins de viande, à manger moins de poisson, et donc de rééquilibrer un peu ma nourriture. Mais bon, est-ce que c'est difficile de mobiliser les citoyens pour la COP21 à 5 jours là de son démarrage? Oui et non. Je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Ce qui est difficile, c'est que les citoyens acceptent vraiment une remise en question de certaines facettes de nos modes de vie. Ça, c'est pas facile. Comment on fait pour les amener à ça? Il faut la catastrophe. Ah. Non. Ça changera après une catastrophe. Oui, c'est ma conviction. Oui, malheureusement, la seule qui est changée après la Fukushima, c'est Merkel. Oui. Hein, alors que ça a été une catastrophe aussi parce que du coup elle a actionné le charbon. Alors encore une fois, l'Allemagne est en train de réduire le charbon et qu'aujourd'hui ils sortent beaucoup plus rapidement du charbon que les Français sortent du nucléaire. Et on terminera là-dessus. On terminera là-dessus, mais on vous réinvitera. Et de toute façon, avec vous, rien n'a à voir si c'est pas vous qui le dites. Alors là, c'est facile. Bon, très bien. Ne relance pas. Voilà. Si je relance, l'émission. Mais vous reviendrez, Daniel. Vous reviendrez. Merci encore 1000 fois. Avec mon LRH. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission, d'avoir participé à notre émission. Zemmour et Nolo, c'est fini. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez zen, vraiment, et bonne soirée. Avec celui qui menait le mouvement étudiant de 1968, celui qui a co-présidé le groupe Vert au Parlement européen, c'est Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Prenez votre temps. Je prends mon temps, j'ai le temps. C'est magnifique cet entrée. Oui, c'était très beau. C'est votre toute première fois dans l'émission. Que je vais à la télévision, oui. Ah oui, aussi. Première fois de ma vie. Donc on vous en remercie. Donc vous aurez le temps de disserter avec mes camarades juste après, mais je voulais vous soumettre un petit questionnaire. C'est le QCM. L'union nationale dans une telle période, c'est la meilleure des choses à faire, une erreur ou un vœu pieux? C'est un vœu pieux. Pourquoi? Bon, parce que l'union nationale ne veut rien dire. On peut se mettre d'accord sur des objectifs ensemble, mais une union nationale... Pourtant, je lisais que 68% des Français aimeraient que l'union nationale soit vraiment prégnante. 68% des Français, ça fait pas 100%. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Déjà, si c'est compté. Mais ça fait une bonne majorité. Oui, mais je crois que la majorité des Français voudrait un gouvernement entre, en fait, disons ce qu'on appelle l'UMP, les Républicains aujourd'hui, et les socialistes. Ça, je crois qu'ils le veulent. C'est un mythe, non? Mais vous savez, un mythe. Moi, je crois qu'on y arrivera. On n'en est plus très loin, oui. On y arrivera, et moi, je suis sûr qu'on y arrivera. Je suis absolument pour. C'est normal. Parce que je trouve que dans la situation actuelle, il n'y a pas d'autre majorité. Et vous verrez qu'après la prochaine présidentielle, vous aurez un gouvernement qui ressemblera. Bon, ça, c'est autre chose. Non, très bien. Ah bah voilà, et si alors, ça commence bien, ça commence très bien. C'est mal barré aujourd'hui. Je l'ai déjà écrit. Oui, moi j'arrête pas de le dire sur Europe, donc voilà. Non mais écoute pas. Le problème c'est que vous êtes d'accord, mais pour des raisons différentes. C'est ça le problème. Bien sûr, évidemment. Mais c'est pas grave. J'ai une deuxième question. L'impact des attentats sur les régionales se fera surtout sentir sur le PS, sur les Républicains ou sur le Front National? Écoutez, j'ai oublié ma boule de cristal. Ah, vous faites la même blague que Nolo? Oui, mais c'est normal, il s'inspire, c'est normal. C'est le genre de question, j'en sais rien. Mais vous avez bien un avis sur la question? Est-ce que vous pensez que ça peut influencer? Ça va influencer, mais les uns disent ça, parce que j'écoute, les uns disent ça va influencer, que ça va peser pour Marine Le Pen, d'autres pour le président. Et vous, quel est votre sentiment à vous? Je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que ce que je veux, c'est qu'on discute de ce que font les uns et les autres avec ce qui s'est passé. Et je trouverais dramatique que, par exemple, ça renforce Marine Le Pen parce qu'elle n'a rien à dire.
Donc c'est que les Français ne veulent rien. Si ça renforce Marine Le Pen, ça serait pour moi quelque chose de très dommageable pour la France et les Français. Très bien. Et ça, c'est mon opinion, comme vous dites. Sonder la popularité de François Hollande et Manuel Valls une semaine après les attentats, c'est normal? C'est même une bonne idée ou c'est totalement indécent? Encore une fois, j'en ai rien à cirer. Ah, c'est quand normal. même. Mais c'est normal qu'on les sonde. On les sonde avant, après. Ça vous choque pas? On sonde Sarkozy, on sonde Marine Le Pen. Écoutez, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je suis pour la croissance, que l'économie avance. Très bien. Donc, sondez. D'accord. Et on m'a pas sondé, moi, alors. C'est vrai, vous avez Si, on essaye, là, mais enfin, là, c'est difficile de vous sonder. Posez des questions vraiment que je dise, c'est normal. Il est président de la République, il est Premier ministre, ils sont sondés, Zemmour est sondé, Nolo est sondé, Très bien. Vous êtes sondés, peut-être. Voilà. Bon, j'ai une dernière question. En 2017, le meilleur candidat écolo sera Cécile Duflot, François Hollande ou vous? Nicolas Hulot. Ah oui? Pourquoi? Vous me demandez le meilleur candidat écolo en 2017. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois que Nicolas Hulot, aujourd'hui, représente une idée de l'écologie qu'on ne peut pas simplement mettre à gauche ou à droite. Et je crois que l'écologie doit se sortir d'une cage de droite ou de gauche. Est-ce que vous essayez de le convaincre de se présenter? Ou est-ce que lui vous a dit qu'il se sentait prêt ou qu'il en aurait envie? Oh, ça, Nicolas, qui vous dise qu'il se sent prêt 2 ans avant, vous seriez fort, hein, forte, pardon. Alors ça veut dire que vous essayez de le pousser un petit peu? Moi, je suis pour qu'il soit candidat. Maintenant, on verra. C'est à lui de décider. Vous vous souvenez, pardonnez-moi, vous vous souvenez en 2012? Je pardonne rien. Vous avez raison. Moi, je pardonne tout parce que je suis au-dessus de ça. Vous vous souvenez en 2012? Pas prétentieux. Ah, vous m'avez cherché. Alors, allons-y. En 2012, il s'était fait rouler dans la farine par les petits apparatchiks des écolos. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez purgé Europe Écologie des Verts? Attends. Si Nicolas Hulot se présente, personne d'écolo se présentera contre lui. Oui, ça. Et ils font plus de primaire comme en 2012. C'est pas la peine parce qu'il n'y aura pas d'autres candidats. Si Duflot, elle veut y aller. Non, si c'est Nicolas Hulot. Même pas vous? Oui, mais si. Mais moi. Non, attendez, Duflot. Duflot, je le sais, ne se présentera pas si Nicolas Hulot se présente. C'est un scoop. D'accord. J'en suis sûr. Vous pouvez le dire. Non, mais ok. Est-ce qu'on peut revenir juste en arrière, parce que vous avez fini par répondre à une question dont on a été un peu surpris, un peu interdit. Quand est-ce que vous avez eu la révélation que l'écologie n'était pas plus forcément de gauche? Moi, depuis que j'ai... Oui, alors peut-être dans votre tête, mais dans vos actes... Non, dans mes actes. Alors, il fallait... Je sais pas, on n'est pas obligé de suivre ma campagne, la campagne... Non, mais enfin... Je n'arrêtais pas de dire, l'écologie n'est pas de gauche ni de droite. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une critique qui est aussi bien du productivisme de gauche que de droite. D'accord. Et je n'ai pas arrêté. Mais politiquement, ça restait à gauche, l'écologie. Mais moi, j'ai défendu, par exemple, en Allemagne, j'ai défendu une alliance en S à Francfort avec la CDU, avec la droite. D'accord. Je dis ça dépend des situations. Moi, je suis complètement à l'aise. Je parlais de la France. Je parlais de la France où. Mais la France, c'est plutôt sur un panel de gauche, quoi. Pour moi, si vous prenez des écologistes comme Alzheimer. Comme. Vous voyez, vous avez du mal à le trouver quand même. Alors, non, elle est sur la liste de Pécresse, elle était ministre de l'Environnement. Ah oui. Chantal Joanneau? Chantal Joanneau, merci, vous voyez. De rien. Ou même NKM, sont des personnalités que, pour moi, je peux vous le dire, quand Europe Écologie marchait, mon rêve, c'est que NKM et Chantal Joanneau nous rejoignent. Vous avez raison, parce que pour moi, elles sont de gauche. Ah, alors c'est un autre... Mais alors, si vraiment... c'est un autre problème. Droite et gauche d'après Zemmour, on n'a pas sorti de l'auberge. Parce qu'il n'y a plus personne à droite. Tout le monde est plus à gauche que Zemmour. Très bien. C'est pas mal. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit questionnaire. On vous cerne un petit peu mieux maintenant, mais laissez-moi vous montrer ce que vous n'êtes pas. C'est dans l'anti-portrait préparé par Amandine Collongette. Je suis radicalement narcissique et je l'avoue. Tout le monde le sait, Daniel Cohn-Bendit, vous n'êtes pas discipliné. Non, Dany Lerouge, vous êtes même un agitateur, un petit trublion, et vous avez seulement 23 ans en 68 quand vous devenez un mythe, une légende. C'est la première fois que nous voyons cela.
n'est pas en vieillissant que vous vous êtes assagi, bien au contraire. Je comprends pas pourquoi vous vous énervez avant que j'ai dit un mot. Si on mange bien, on doit bien boire. Parce qu'une bonne musique des Rolling Stones, ça allait avec un bon joint. L'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule. Vous êtes complètement fou. On a bien compris, Dany, vous êtes un trouble fait toujours en activité. Et oui, monsieur Cohn-Bendit, vous n'êtes pas au chômage. À 70 ans, vous, l'ex-député, vous faites partie de ces retraités qui travaillent, impossible de décrocher. Depuis septembre 2013, Europe 1 vous offre une vitrine pour exprimer votre humeur. D'abord, je voulais faire une chronique ce matin sur Cate Blanchett, et parce qu'elle a eu l'Oscar, je la trouve formidable. Et même la politique, il semblerait que vous y repensiez. S'il y a une primaire à gauche, je suis prêt à réfléchir, à me présenter à la primaire à gauche. Enfin, Dany, vous n'êtes pas l'homme d'un seul pays. Ça commence dès votre naissance. Vous dites que vous êtes le fils du débarquement. Né le 4 avril 1945 à Montauban, de parents juifs allemands. Vous incarnez l'Europe, vous parlez. I had a dream. Quando uno fosse il re di Marocco, ist legitimiert und hat seine Legitimation. Alors maintenant que l'on a dit ce que vous n'étiez pas, on peut dire ce que vous êtes français depuis mai dernier. Bravo Dany Le Rouge, parce que c'était pas gagné. Piqûre de rappel, en 68, vous avez été interdit de séjour sur le territoire français pendant 10 ans. Voilà pourquoi il fallait vous inviter. Alors, enfin français? Oui, je suis maintenant français et allemand. Et fier de l'être? D'avoir la double nationalité, absolument. Comme ça, si jamais on voulait me déchoir d'une nationalité, je passerais d'un côté de l'autre du Rhin. Vous voyez. Hein, voilà. Est-ce que vous aussi, vous afficherez votre drapeau français sur la fenêtre vendredi prochain en Non. Non? Non, je suis pas drapeau, moi. Pourquoi? Je suis pas drapeau. Je suis ni drapeau allemand, ni drapeau français. Je suis plutôt le drapeau multicolore. Voilà, c'est comme ça. Mais que si les gens ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Mais moi, personnellement, non. Je suis pas drapeau. Mais c'est très bizarre parce que mon fils, qui n'est pas français, quand on a été voir le match de foot France-Brésil en quart de finale à Francfort, il est venu en bleu, blanc, rouge. Mais il n'est pas français. Ouais, il avait juste envie de soutenir une équipe de cœur, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc, mais moi, personnellement, je me balade pas avec un drapeau. Alors c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, et ça tombe pas à n'importe quel moment. Quand on vous voit, on pense à ces images d'archives, mai 68, on pense à certains slogans, il est interdit d'interdire, et on vous reçoit au moment où le slogan officiel, c'est qu'il est interdit de ne pas interdire. En ce moment, je voudrais juste savoir ce que ça vous inspire comme retournement. Bon, disons que la situation est quand même assez difficile en France. Alors je ne sais pas si le slogan est « il est interdit de ne pas interdire », disons que... Il n'y a presque aucune voix qui s'oppose à ça, même dans votre camp idéologique. Moi je crois que j'aurais voté l'état d'urgence, non pas par unité nationale, parce que je crois que, disons, les citoyens français, en France, les gens, même s'ils ne sont pas français, ont une certaine angoisse, et donc de marquer le coup, ça me paraît quelque chose de défendable. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que ce n'est pas la solution, mais c'est un moment, une réaction, et après il faut voir comment ça va se développer. Je trouve que quand même on n'a pas assez souligné que tout ce qui va avec l'état d'urgence, la censure, tout ça a été enlevé de la loi, ce que je trouve bien, c'est-à-dire qu'on a quand même un sens des responsabilités de ceux qui l'ont fait, et puis après... voilà, je veux dire... Oui, mais est-ce que... Ça, c'est pour 3 mois, mais enfin, ça peut être renouvelé. Est-ce que vous pensez qu'il faut... avant, d'après moi. Ah bon. Est-ce que... Alors, deuxième scoop. D'accord. Alors, d'après vous, il ne faut pas jeter le bébé démocratique avec l'eau du terrorisme? Parce que la tentation a l'air d'être grande. Oui, mais je ne crois pas. Je trouve que, en fait, François Hollande pourrait reprendre la fameuse phrase de De Gaulle, je ne sais plus, dans une conférence de presse, on lui disait oui, mais vous avez ces libertés sont en danger, et De Gaulle a dit, mais enfin, c'est pas à 67 ans que je vais devenir un dictateur. Conférence de presse en 58 avant de revenir au pouvoir. Et puis, c'est la même chose pour Hollande. Là, on va pallier, Mais moi, c'est pas sur Hollande, c'est sur les Français que je vous interroge. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un basculement? Est-ce que beaucoup de Français maintenant acquiescent à une forme d'état d'urgence permanent? Non, pas permanent, je ne crois pas. Je crois qu'ils acceptent sur le moment, la majorité. Il y en a des tas qui se posent des questions, et je trouve très juste de se poser des questions, d'aller voir de plus près ce qui est fait ou qui n'est pas fait. Hein, je dis pas, il faut être béni, oui, mais...
dans la situation actuelle, c'est une manière de sécuriser. Écoutez, c'est simple. François Hollande et le gouvernement fait l'état d'urgence, il y a un nouvel attentat. Tout le monde dirait, vous voyez, ça sert à rien. François Hollande ne fait pas l'état d'urgence. Et il y a un nouvel attentat, t'étais une couille molle parce que t'as pas osé l'état d'urgence. C'est un piège. Je veux dire, moi je suis, c'est vrai, dans cette situation, je suis très prudent dans les y a qu'à faire autrement. Je suis prudent. Je regarde, je trouve qu'il y a des déclarations que je trouve insoutenables, de valse sur les réfugiés aujourd'hui. Je trouve que